Quand la lune. Quand la lune charmeuse arrondit dans le ciel sa face pâle et jaune comme un disque de miel, tout au fond de leur lit, les petits enfants sages ferment leurs jolis yeux, pareils à des images. Dans son abri douillet, l'écureuil somnole. Les fleurs assoupies referment leur corolle. Les papillons, lassés, s'endorment sur les roses. Les souris font la trêve pour être plus disposes. Mais le chat du voisin, imitant le renard, la belette et le chien, le hibou, le lézard et la chauve-souris, sur les sentiers obscurs, va chercher dans la nuit de folles aventures. Le magicien d'Oz. Dorothée vivait avec son oncle Henri et sa tante Emma dans une modeste ferme en Amérique. De la fenêtre de la maison, la fillette n'apercevait qu'une immense étendue grise. Car dans cette région, le soleil brillait tellement fort que pas la moindre fleur, ni le moindre arbre n'y poussait. Dans les vastes prairies où paissaient les quelques vaches de son oncle, les hautes tiges d'herbes brûlées se desséchaient dans la lourde torpeur environnante. Dorothée avait un petit chien noir qu'elle adorait. Elle l'avait baptisé Toto. La fillette et son chien jouaient ensemble tout le jour, car il n'y avait pas d'autres enfants dans le voisinage. Un matin, oncle Henri regarda le ciel d'un air soucieux. Dans le lointain, on entendait se plaindre le vent du nord, et tous les brins d'herbe se couchaient comme à l'approche d'une tempête. Soudain, Dorothée et son oncle perçurent un sifflement strident qui venait du sud. Le fermier se leva d'un bond. « C'est une tornade, Emma !» cria-t-il à sa femme. « Je rentre les vaches !»« Vite, Dorothée !» hurla tante Emma. « Il faut descendre à la cave !» Elle ouvrit une trappe dans le plancher et se mit à dévaler l'escalier. La fillette se précipita derrière elle, mais à peine était-elle arrivée au milieu de la pièce qu'elle sentit les murs se mettre à trembler. Le vent du nord et le vent du sud se rencontrèrent juste à l'emplacement de la maison. Comme ils soufflaient tous deux avec une égale violence, ils déclenchèrent un cyclone. La maison tournoya et s'éleva lentement dans les airs, avec Dorothée à l'intérieur, tandis que la tante Emma restait à terre dans la cave. Brusquement, il fit tout noir dehors. Dorothée avait l'impression de se trouver en ballon. Tout d'abord, elle eut très peur que la maison ne retombe sur le sol et ne s'y écrase. Mais elle continua à s'élever. Quelques heures plus tard, la fillette se sentit fort fatiguée. Rampant sur le plancher, elle parvint à atteindre son lit. Toto vint s'installer près d'elle et tous deux s'endormirent. Ils furent éveillés par un choc violent. Le cyclone venait de s'arrêter et la maison s'était posée sur le sol. Heureusement que la fillette était couchée, car elle aurait pu se faire bien mal. Dorothée regarda par la fenêtre et vit que le soleil brillait. Elle sauta du lit et se précipita vers l'entrée, Toto sur les talons. Elle ouvrit la porte et laissa échapper un cri de surprise, car elle se trouvait au milieu d'un immense jardin. Des fleurs merveilleuses poussaient un peu partout. Dans les arbres couverts de fruits, des oiseaux au plumage multicolore faisaient entendre un chant mélodieux. Dans le lointain, Dorothée aperçut quelques maisonnettes toutes bleues. Et sur le chemin de briques jaunes, un groupe d'êtres bizarres venait vers elle. Il y avait là 3 hommes et une femme. Leur taille ne dépassait pas celle de Dorothée, mais ils avaient l'air bien plus vieux. Les hommes portaient une barbe et des vêtements bleus, ainsi que des bottes bleues et un chapeau bleu, dont les bords s'agrémentaient de grelots. La petite femme, elle aussi, avait un chapeau, mais il était tout blanc, ainsi que ses vêtements. Très raide, elle s'avança lentement vers Dorothée. Puis, elle lui fit une révérence et déclara gaiement « Soyez la bienvenue au royaume des Munchkins, très noble enchanteresse. Nous vous sommes très reconnaissants d'avoir tué la méchante sorcière de l'Est et libéré notre peuple de l'esclavage. » Dorothée, naturellement, fut très étonnée. Que voulait donc dire cette femme ? « Vous êtes très aimable, madame, bafouilla-t-elle. Mais je n'ai tué personne. » « Bien sûr que si, affirma la petite femme.
Regardez ses pieds. Dorothée baissa la tête, puis blêmit. Du plancher de la maison dépassaient 2 pieds, chaussés de souliers pointus en argent. Pendant des années, expliqua l'étrange petite femme, la méchante sorcière de l'Est a fait travailler les Munchkins pour elle, nuit et jour. Quand ils ont vu qu'elle était morte, ils m'ont dépêché un messager. Je suis la sorcière du Nord. Ciel! S'exclama Dorothée. Vous êtes une vraie sorcière? Évidemment, répondit la femme, mais je suis une bonne sorcière. Et je possède moins de pouvoir que celle qui régnait ici. Sinon, j'aurais libéré les nains moi-même. Mais je croyais que toutes les sorcières étaient méchantes, s'étonna Dorothée. Non, c'est une grossière erreur. Il y avait 4 sorcières en tout au pays d'Oz. La sorcière du Nord et la sorcière du Sud sont de bonnes sorcières. Et toi, tu viens de tuer une des 2 mauvaises. Il n'en reste donc plus qu'une, la sorcière de l'Ouest. Soudain, les Munchkins poussèrent un cri perçant. Ils désignaient l'endroit où apparaissaient les chaussures de la sorcière morte. La sorcière du Nord éclata de rire. Les pieds avaient complètement disparu et il ne restait sur le sol que les 2 souliers d'argent. Elle s'est transformée en poussière, expliqua la sorcière du Nord. Et elle secoua les chaussures avant de les tendre à Dorothée en déclarant « C'est à présent à vous de les porter. » La sorcière de l'Est était très fière de ses souliers, expliqua un des nains. Elle faisait des tas de choses avec eux, mais je ne sais pas exactement quoi. Dorothée les enfila. « Ils me vont très bien, constata-t-elle. Je vous remercie beaucoup. Mais maintenant, je voudrais que vous m'indiquiez le moyen de rentrer chez moi. J'habite en Amérique, chez mon oncle et ma tante, et je crains qu'ils ne soient très inquiets. » Les Munchkins et la sorcière du Nord se regardèrent d'un air ennuyé. Puis, cette dernière déclara « Je suis désolée, mais je l'ignore totalement. » Le pays d'Oz est séparé du reste de la terre par un immense désert, ajouta-t-elle. Mais vous pouvez vous rendre à la cité d'Émeraude et y demander l'aide du grand magicien d'Oz. Est-il donc si aimable, s'enquit Dorothée? C'est un bon magicien, bien plus puissant que nous. Mais je ne l'ai jamais vu, répondit la sorcière du Nord. Et comment puis-je me rendre chez lui, reprit Dorothée. Il vous faut suivre cette route pavée de briques jaunes. Vous traverserez d'abord un pays où le soleil brille. Il y fait très agréable. Puis, vous arriverez dans une contrée très sombre et très dangereuse. Je ne puis, hélas, vous accompagner, mais je vais vous donner un baiser. Personne n'osera jamais faire de mal à quelqu'un qui a été embrassé par la sorcière du Nord. La sorcière posa alors un baiser sur le front de Dorothée, où ses lèvres laissèrent une toute petite trace brillante. Puis, elle tournoya 3 fois sur son talon gauche et disparut. À leur tour, les Munchkins saluèrent la fillette et s'en allèrent. Dorothée rentra dans sa maison pour se changer. Après s'être coiffée d'un chapeau de paille, elle remplit un petit panier de pain et se mit en route. Toto la suivit en aboyant gaiement. Après quelques heures de marche, la petite fille, fatiguée, se percha sur une barrière, juste au bord de la route. Elle remarqua alors un drôle d'épouvantail campé au milieu d'un champ de blé. Sa tête était faite d'un sac de toile rembourré de paille, sur lequel on avait peint un nez, 2 yeux et une bouche. Il portait très exactement le même costume que les Munchkins. « Bonne journée, fillette !» lui lança l'épouvantail d'une voix enrouée. « Est-ce bien vous qui avez parlé ?» s'étonna Dorothée. « Mais oui, » répondit l'épouvantail. « Comment allez-vous ?»« Moi, ça va, » dit Dorothée. « Et vous-même ?»« Pas très fort, » soupira l'épouvantail. « Je m'ennuie. Ne voudriez-vous pas me détacher de ce pieu ?» Serviable, la fillette s'empressa d'aller libérer le mannequin. « Merci infiniment, » dit celui-ci ravi. « Comment vous appelez-vous et où allez-vous ainsi ?»« Je me nomme Dorothée et je me rends à la cité d'Émeraude pour demander au magicien d'Oz de me renvoyer chez moi en Amérique, » expliqua la fillette. «
Pensez-vous que ce magicien pourrait me donner un peu de cervelle ?» s'informa l'épouvantail. « Je n'ai que de la paille dans la tête, et ce n'est pas commode pour réfléchir. » « Pourquoi n'iriez-vous pas l'interroger vous-même » suggéra la fillette. « Il vous suffirait de me suivre. »« C'est juste. Je vous accompagne » s'empressa l'épouvantail. Et main dans la main, suivis de Toto, ils reprirent tous deux la route pavée de briques jaunes qui menait chez le grand magicien d'Oz. Le magicien d'Oz dans la forêt. Après quelques heures de marche, les trois amis constatèrent que la route devenait de plus en plus mauvaise. Certaines briques étaient cassées, d'autres fendues, et ça et là, il en manquait. Toto sautait par-dessus les trous et Dorothée les contournait. Mais le pauvre épouvantail mettait chaque fois son pied dedans et s'étalait de tout son long. « Je ne sens rien, disait-il en riant, pour rassurer Dorothée qui l'aidait à se relever. La seule chose qui pourrait m'atteindre, c'est le feu, puisque je suis fait de paille. » Lorsque la nuit tomba, ils arrivèrent dans une vaste forêt. Les hauts arbres y étaient si serrés l'un contre l'autre que le soleil parvenait difficilement à percer leur feuillage. Soudain, les trois compagnons ravis aperçurent une petite cabane en bois. Ils frappèrent à la porte, mais personne ne se montra. Ils insistèrent encore, puis, ne recevant pas de réponse, ils entrèrent. Dorothée et son chien allèrent s'étendre sur le lit qui se trouvait dans un coin de la pièce et s'endormirent immédiatement. Cependant que l'épouvantail, qui n'était jamais fatigué, attendait patiemment que le jour se lève. Dès l'aurore, la fillette et son chien s'éveillèrent. Comme ils avaient très soif, ils sortirent de la cabane et s'enfoncèrent dans la forêt à la recherche d'un ruisseau. Dorothée et Toto s'y rafraîchirent. Puis ils mangèrent le pain que la fillette avait emporté. L'épouvantail, lui, ne mangea rien, car il n'avait jamais faim. Comme les trois voyageurs allaient se remettre en route, ils entendirent un son étrange. « Qu'était-ce » s'écria Dorothée. « On dirait quelqu'un qui gémit, » dit l'épouvantail. « Cela provenait de là. » Tous trois se dirigèrent vers l'endroit d'où montait la plainte. Dorothée resta bouche bée lorsqu'elle découvrit ce qui produisait celle-ci. Devant un arbre déjà entaillé, se tenait un homme, tout en fer blanc. Brandissant une hache au-dessus de sa tête, il semblait ne plus pouvoir bouger. « Est-ce vous qui gémissez ainsi ?» demanda Dorothée. « Oui, » soupira le bûcheron en fer blanc. « Je le fais depuis plus d'1 an, mais jamais personne n'est venu me porter secours. »« Et que pouvons-nous faire pour vous ?» s'enquit gentiment Dorothée. « Graisser mes articulations, » répondit le drôle de bonhomme. « Elles sont toutes rouillées. Je ne puis plus faire le moindre mouvement. Vous trouverez de l'huile dans ma cabane. » Dorothée alla vite chercher la burette et fit ce que l'homme de fer demandait. Celui-ci abaissa alors lentement sa hache et poussa un très long soupir d'aise. « Je vous suis très reconnaissant, » déclara-t-il. « Si vous n'étiez pas passé ici, j'aurais fini mes jours dans cette position inconfortable. Mais que faites-vous donc en ces lieux ? » « Nous nous rendons tous deux à la cité d'Émeraude, » expliqua Dorothée. « Je dois demander au magicien d'Oz de me ramener en Amérique. Et mon ami l'épouvantail voudrait un peu de cervelle pour pouvoir réfléchir. »« À votre avis, » interrogea anxieux le bûcheron en fer blanc, « votre magicien pourrait-il me donner un cœur ?»« Peut-être, » dit Dorothée avec un peu d'hésitation. « Si vous nous accompagniez, » lui proposa l'épouvantail, « vous pourriez le lui demander vous-même. » L'homme de fer pria alors la fillette d'emporter la burette d'huile dans son panier. Ainsi, elle pourrait le graisser en chemin s'il le fallait. Puis, il mit la hache sur son épaule et, sans plus attendre, suivit Dorothée, le chien Toto et l'épouvantail vers la cité d'Émeraude. Tout à coup, Dorothée remarqua qu'il n'entendait plus les oiseaux chanter. Par contre, une voix épouvantable s'échappait de la forêt. On aurait dit le grondement d'un animal sauvage. L'homme de fer tenta de rassurer la fillette. Mais aussitôt après, un terrible rugissement s'éleva. Brusquement, un énorme lion leur bloqua la route.
D'un coup de sa patte monstrueuse, il lança l'épouvantail au milieu des buissons et il renversa le bûcheron en fer blanc. Courageusement, Toto se précipita sur lui en aboyant. Mais le lion ouvrit une gueule immense et se baissa vers le petit chien. Dorothée fonça alors sur lui et lui asséna un bon coup sur le nez. « Tu n'as pas le droit de faire mal à mon chien. N'as-tu pas honte? Un si gros lion qui veut mordre un tout petit chiot. Quelle lâcheté !»« Je ne l'ai pas mordu !» protesta le lion en se frottant le nez avec sa grosse patte. « Non, mais tu avais l'intention de le faire, et c'est bien vilain !» poursuivit Dorothée. Le lion baissa la tête. « Tu as raison, avoua-t-il. Si un éléphant ou un ours osait m'attaquer, je prendrais mes pattes à mon cou, car j'aurais très peur. Mais tout le monde sait que je suis le roi des animaux, et il suffit que je rugisse pour les faire tous fuir, et tous me croient fort courageux, naturellement. » Il essuya une larme avec le bout de sa queue et soupira à fendre l'âme. « Si seulement je n'étais pas si poltron. » « Peut-être le grand magicien d'Oz pourrait-il t'aider ?» suggéra Dorothée. « Moi, ajouta-t-elle, je vais lui demander de me renvoyer en Amérique. L'épouvantail voudrait devenir malin et le bûcheron en fer blanc aimerait bien posséder un cœur. Pourquoi ne pas le prier de te donner du courage ? » « Tu as raison, je viens avec vous, » décida le lion. Et tous quatre se mirent en route. Un peu plus loin, Dorothée vit le bonhomme de fer écraser furtivement une larme. « J'ai failli marcher sur un scarabée, » expliqua-t-il à la fillette qui lui demandait ce qu'il avait. À ce moment, ils entendirent des cris bizarres. « Je crois que nous sommes arrivés au pays des Kalidas, » chuchota le lion poltron tout effaré. « Ce sont des bêtes dangereuses, nanties d'un corps d'ours et d'une tête de tigre, et aussi de longues dents pointues. » Dorothée commençait à trembler, mais elle poursuivit courageusement sa route. Un peu plus loin, leur chemin s'arrêtait au bord d'un profond ravin. « J'ai une idée !» annonça aussitôt l'épouvantail. « Cet arbre-là, devant nous, est tellement haut qu'il pourrait traverser le précipice. Si on parvient à l'abattre, il nous suffira de marcher dessus pour passer de l'autre côté. »« Bonne idée !» s'exclama le lion poltron. « À vrai dire, on croirait que tu as un cerveau dans la tête à la place de paille. » Le bûcheron se mit à l'ouvrage. Peu de temps après, l'arbre s'abattit avec un craquement sinistre. Les 5 amis allaient entamer la longue traversée lorsque des cris féroces leur firent lever la tête. 2 monstres fonçaient sur eux. « Les Kalidas !» hurla le lion en tremblant depuis les pattes jusqu'à la crinière. « Courez !» les pressa l'épouvantail. « Il faut que nous arrivions avant eux !» Dorothée saisit Toto sous son bras et s'engagea sur le tronc. L'homme de fer la suivait, talonné par l'épouvantail et par le lion. Dès que ce dernier fut parvenu de l'autre côté du ravin, il se retourna et se mit à gronder. Les Kalidas, surpris, s'arrêtèrent un instant. Mais ils sautèrent sur le tronc et poursuivirent les malheureux. Si le bûcheron en fer blanc parvenait à couper l'arbre, supputa l'épouvantail, nous serions sauvés. Le bonhomme, aussitôt, se remit au travail. Et juste comme les terribles bêtes arrivaient, le tronc se fracassa au fond du ravin dans un vacarme épouvantable. Rassurés, les 5 compagnons se remirent en route sur le chemin de briques jaunes. Dorothée et le chien Toto, fatigués, s'étaient installés sur le dos du lion. Dorothée et ses amis trouveront-ils la cité d'Émeraude ? Tu liras la suite de leur voyage à la page 22. Le babouin volant. Dans un beau pays, très très loin, vivait jadis un grand babouin. Un matin, ce particulier brisa 2 branches de palmier. En les fixant à ses longs bras, il crut voler sans embarras. Pour décoller jusqu'à Ceylan, en courant, il prit son élan. Sous les quolibets des curieux, il courut encore mieux. « Tu traînes !» fit une corneille. « Accélère !» lui dit une abeille. Le grand babouin, à perdre haleine, allait sans ménager sa peine.
Il filait de plus en plus vite, croyant se placer sur orbite. Il sautillait, faisait des bonds, avec ses bras tracés des ronds. L'obstiné faisait tant d'efforts qu'on l'eût cru monter sur ressort. Il détalait comme un éclair et sans arrêt, le nez en l'air, il essayait de s'envoler à force de gesticuler. Le grand babouin se démena, tant et si bien qu'il s'enflamma. Et l'obstiné, sous les palmiers, fut secouru par les pompiers. Lance brandie, criant victoire, ils éteignirent cette histoire. Le magicien d'Oz, la cité d'émeraude. Le soleil venait de se cacher derrière l'horizon quand Dorothée et ses compagnons décidèrent de s'installer au pied d'un grand arbre pour passer la nuit. Dorothée alluma un feu et l'épouvantail partit à la recherche de noix et de baies pour nourrir la fillette. Le lendemain matin, reposés, les 5 voyageurs se remirent en route au lever du jour. La forêt se faisait de moins en moins dense et rapidement, ils en atteignirent la lisière. Un peu plus loin, un large fleuve leur barrait la route. Sur l'autre rive, des prés verdoyants se paraient de fleurs de toutes les couleurs. Et le long de la route pavée de briques jaunes, les arbres croulaient sous le poids des fruits. Si le bûcheron en fer blanc pouvait nous aider à construire un radeau, nous pourrions traverser le fleuve, constata l'épouvantail. Tous allèrent ramasser les matériaux voulus et quelques heures plus tard, ils grimpaient dans une solide embarcation que l'homme de fer et l'homme de paille faisaient avancer à l'aide d'une longue branche. Mais bientôt, ils se sentirent emportés par le courant. Le bateau s'éloignait de la route en briques jaunes. Si nous ne rejoignons pas vite l'autre rive, nous ne pourrons jamais retrouver le chemin, s'affola l'épouvantail. Et il poussa un bon coup avec sa gaffe improvisée. Hélas, il déploya tellement d'énergie que la branche s'enfonça dans la boue au fond du fleuve. Avant qu'il ait pu l'en retirer, le léger radeau continua d'avancer. L'épouvantail resta accroché à son bâton, en plein milieu de l'eau. « Adieu, adieu, mes amis !» s'écria l'infortuné. Mais le lion réfléchissait au moyen de les rapprocher de la rive. « J'ai un plan, annonça-t-il soudain. Si le bûcheron en fer blanc s'agrippe à ma queue, je nagerai jusqu'à l'autre rive en tirant le radeau. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Le lion se mit à nager, tandis que Dorothée, elle, s'occupait de guider l'embarcation. Un peu plus tard, ils se retrouvèrent sains et saufs de l'autre côté. Mais les 4 amis restaient fort préoccupés par le sort de l'épouvantail, toujours accroché à la gaffe au milieu du fleuve. Ils ne savaient vraiment comment le tirer de là, et assis dans l'herbe, ils le contemplaient de loin tristement. Soudain, une cigogne passa dans le ciel au-dessus d'eux. « Pourquoi donc faites-vous cette tête ?» leur demanda-t-elle. « Nous ne savons comment sauver notre compagnon, » expliqua Dorothée en montrant l'épouvantail du doigt. « S'il n'était pas si grand et si gros, » s'excusa la cigogne, « je pourrais aller le chercher. »« Mais il ne pèse absolument rien, » s'écria Dorothée. « Il est entièrement bourré de brins de paille. » La serviable cigogne vola alors jusqu'au pauvre épouvantail et le saisit entre ses pattes pour le ramener près de ses amis sur la rive du fleuve. L'épouvantail était si content qu'il les embrassa tous ainsi que la cigogne. Puis l'aimable oiseau s'envola vers d'autres cieux, tandis que les 5 voyageurs se remettaient en route. Bientôt, ils surent qu'ils approchaient de leur but, car la route était bordée de barrières vertes. Les maisons étaient de la même couleur et les habitants portaient des vêtements émeraudes. « Nous sommes sans doute arrivés, » conclut Dorothée. À peine venait-elle de prononcer ces mots qu'ils aperçurent les vertes murailles qui entouraient la cité d'émeraude. Ils coururent vers la porte de la ville, décorée de pierres verdoyantes. La fillette sonna et le portail s'ouvrit très lentement pour leur laisser le passage. Les 5 amis se retrouvèrent dans une vaste salle. Au centre
se tenait un homme vêtu d'habits verts, tout près d'une grande boîte verte. « Que venez-vous faire dans la cité d'Émeraude » interrogea-t-il. « Nous voudrions voir le grand magicien d'Oz » expliqua Dorothée. « Il y a bien longtemps que plus personne n'a demandé à lui parler » s'étonna l'homme en vert. « Seulement, le magicien d'Oz est très puissant, et si vous le dérangez pour des futilités, il vous anéantira. » « Mais l'objet de notre visite est très important, » protesta le lion. « Et nous avons entendu dire que le magicien d'Oz est un bon magicien. »« C'est vrai, » admit l'homme. « Moi, je suis le gardien des portes et je vais vous conduire à son palais. Mais tout d'abord, mettez ces lunettes. » Il ouvrit alors la grande boîte et en sortit 5 paires de lunettes aux verres de couleur verte. « À l'intérieur de la cité d'Émeraude, tout le monde doit porter des lunettes, » expliqua-t-il. « Elles sont verrouillées au moyen d'une petite clé que je garde pour que vous ne puissiez les ôter. » Les 5 compagnons s'exécutèrent et le gardien les emmena à travers les rues de la ville. Tout y était vert, même les mains et le visage des habitants. Devant la porte du palais, ils virent un soldat à la barbe verte. Celui-ci courut annoncer au grand magicien que des visiteurs voulaient le rencontrer. Quand il revint, Dorothée lui demanda « À quoi donc ressemble le magicien d'Oz ?»« Je n'en sais rien, » répondit le soldat. « Personne ne sait qui il est. Lorsqu'il nous parle, il se tient toujours caché derrière un paravent vert. Je vais vous montrer vos appartements. Vous passerez la nuit. Demain, l'un d'entre vous sera reçu. » Au matin, une gentille servante toute verte proposa à Dorothée une ravissante toilette de satin émeraude. Elle aida la fillette à s'habiller, puis la mena à la salle du trône. Dorothée ouvrit la porte très prudemment et entra dans la pièce. Elle se trouvait au milieu d'une vaste salle, aux murs tout ornés d'émeraude. Au centre, sur un trône de marbre vert, était posée une énorme tête sans corps, dont les grands yeux la fixaient d'un air sévère. Puis, les lèvres se mirent à bouger et la fillette entendit une voix profonde. « Je suis le grand, le très redoutable magicien d'Oz. Qui es-tu et que veux-tu » ? « Je m'appelle Dorothée, » répondit la fillette, « et je vous prie de m'aider. » Les yeux la contemplèrent d'un regard pensif. Puis la voix reprit. « Où as-tu trouvé ces souliers d'argent et pourquoi donc portes-tu une étoile sur le front ?» Dorothée lui raconta comment sa maison avait atterri sur la méchante sorcière de l'Est et lui expliqua que la sorcière du Nord l'avait embrassée. « Eh bien, qu'attends-tu de moi ?» poursuivit le magicien. « Je voudrais vous demander de me renvoyer chez ma tante Emma et mon oncle Henri en Amérique, » supplia la fillette. Les gros yeux verts se mirent à rouler dans toutes les directions. « Si tu veux que j'use de mon pouvoir magique, tu dois d'abord faire quelque chose pour moi, » dit la voix. « Il faut que tu te rendes au pays des Winkies et que tu parviennes à tuer la méchante sorcière de l'Ouest. »« Oh non !» s'exclama la fillette. « Je ne pourrai pas !»« Tu as déjà tué la sorcière de l'Est et tu portes ses souliers magiques, » répliqua la voix. « Tu en es donc capable. » Dorothée éclata en sanglots. « Je ne veux tuer personne. D'ailleurs, si vous, qui êtes si puissant et si effrayant, ne pouvez la tuer vous-même, comment donc y arriverai-je ?»« Il faudra bien que tu trouves quelque chose, » déclara la tête. « Pars maintenant et ne reviens pas avant de m'avoir obéi. » Dorothée alla retrouver ses amis et leur raconta son entrevue. Mais ils ne purent rien pour elle. Le lendemain,
L'épouvantail fut reçu à son tour par le grand magicien. Mais sur le trône, la grosse tête avait fait place à une très belle dame. Celle-ci promit à l'épouvantail qu'elle le rendrait intelligent s'il aidait Dorothée à tuer la sorcière de l'Ouest. Le jour suivant, c'est le bûcheron en fer blanc qui fut convoqué dans la salle du trône. Il y découvrit un monstre à 5 yeux, 5 bras et 5 pattes, qui lui promit de lui donner un cœur s'il tuait la sorcière de l'Ouest. Enfin, le 4e jour, le lion se rendit lui aussi auprès du magicien d'Oz. Cette fois, un grand feu était allumé sur le trône et une voix retentit. « Apporte-moi la preuve que la sorcière de l'Ouest est anéantie, et je te donnerai du courage. » Revenu auprès de ses amis, le lion poussa un profond soupir. « La seule chose qui nous reste à faire est de nous mettre à la recherche de cette fameuse sorcière et de la tuer. » En effet, Dorothée, le bûcheron en fer blanc, l'épouvantail ainsi que le lion savaient qu'il n'existait aucune autre solution. Il leur fallait tous affronter la sorcière de l'Ouest. Le magicien d'Oz, au pays des Winkies. Le lendemain, les 5 compagnons partirent à la première heure. Le gardien des portes leur ôta leurs lunettes et leur ouvrit le portail. « Par où devons-nous aller pour arriver chez la méchante sorcière de l'Ouest » s'informa Dorothée. « Il n'y a pas de route pour aller chez elle, » répondit le gardien. « Personne ne veut lui rendre visite. »« Comment la trouver alors » insista la fillette. « Si vous vous dirigez vers l'Ouest, la sorcière vous trouvera bien. Et vous deviendrez ses esclaves, tout comme les Winkies, » déclara le gardien. Les 5 amis n'étaient guère à l'aise, mais ils se mirent en route malgré tout. Dorothée portait toujours la robe de satin qu'elle avait reçue au palais. Mais à son grand étonnement, elle constata que celle-ci n'était plus couleur émeraude, mais d'un blanc immaculé. Or, la méchante sorcière de l'Ouest n'avait qu'un seul œil, mais aussi puissant qu'un télescope. Assise à l'une des fenêtres de son château, elle surveillait les alentours. Dans le lointain, elle vit arriver les 5 voyageurs. Furieuse, elle souffla dans une petite flûte en argent et une horde de loups se précipita dans la pièce en grondant. « Il y a plusieurs étrangers sur mon territoire !» cria la sorcière. « J'ai assez d'esclaves, mettez-les en pièces !» Les loups partirent sur le champ. Fort heureusement, le bûcheron en fer blanc les vit arriver et les tua tous avec sa hache, tandis que Dorothée tremblait comme une feuille. En découvrant ce qui était arrivé à ses loups chéris, la sorcière de l'Ouest entra dans une colère folle. Elle souffla une seconde fois dans sa flûte et une nuée de corbeaux s'abattit à ses pieds en croassant. « Volez vers ces étrangers et percez-leur les yeux de façon à ce qu'ils deviennent tous aveugles !» hurla-t-elle. « Ensuite, vous pourrez les déchiqueter !» Mais dès que l'épouvantail vit arriver les corbeaux, il ordonna à ses amis de se coucher par terre pour cacher leurs yeux. Comme lui-même n'en avait pas, il ne craignait rien. Il attrapa alors, un à un, les horribles volatiles par le cou et les lança violemment derrière lui. Quand la sorcière de l'Ouest se rendit compte de ce qui se passait, elle ne put se contenir. Elle fit mander 12 de ses esclaves. « Courez vite, cherchez Volance et massacrez-moi ces étrangers !» rugit-elle. Les Winkies, bien qu'à contre-cœur, étaient forcés d'obéir à leur maîtresse. Mais lorsqu'ils parvinrent tout près de Dorothée et de ses amis, le lion poltron se mit à rugir de toutes ses forces et les esclaves, terrifiés, s'enfuirent à toutes jambes sans se retourner. La méchante sorcière, alors, sortit de ses gonds. Elle frappa des pieds de rage.
s'arracha les cheveux par poignées et grinça des dents affreusement. Il ne lui restait plus qu'une dernière solution. Mettre la coiffe d'or sur sa tête et appeler les singes ailés. Elle se coiffa donc du chapeau magique et cria « Hep, pep, pac !» Puis plus haut « Ilo, olo, elle !» Et encore plus fort « Zizou, Suzy, zik !» Un sourd grondement résonna dans les airs et une multitude de singes, aux ailes larges et puissantes, pénétra dans le château de la sorcière. Le plus grand, qui conduisait la troupe, déclara « C'est la 3e et dernière fois que vous mettez la coiffe d'or pour nous appeler. Que voulez-vous » « Je ne pense pas que j'aurai encore besoin de vous après cela, » ricana la sorcière. « Vous m'avez déjà aidé à servir les Winkies, puis à m'opposer au grand magicien d'Oz. Je n'ai plus qu'une mission à vous confier. Tuer ces étrangers. Épargnez toutefois le lion. Je veux m'en servir comme monture. » « Bien, vos désirs sont des ordres, » acquiesça le chef des singes ailés. Et la bande s'envola bruyamment pour aller tuer Dorothée et ses amis. Un des singes s'empara du bûcheron en fer blanc, l'emporta dans le ciel, puis le laissa tomber sur des rochers pointus. Le pauvre bonhomme, tout meurtri, ne pouvait plus bouger. 2 autres se saisirent rudement de l'épouvantail. Après l'avoir déchiré, ils le vidèrent de toute sa paille. Ensuite, ils lancèrent sa tête et ses vêtements sur la plus haute branche d'un arbre. Enfin, les autres singes ailés utilisèrent tellement de cordes pour ligoter le lion que celui-ci fut très vite immobilisé. Ils l'emportèrent alors dans le château et l'enfermèrent dans une grande cage aux barreaux d'acier. Mais lorsque le chef de la troupe se jeta sur Dorothée, un sourire moqueur aux lèvres, il vit la petite étoile que cette dernière portait au front et demeura interdit. « Ne faites pas de mal à cette gamine, ni à son chien, » ordonna-t-il à ses vilains acolytes. Et soulevant délicatement la fillette, il l'emporta chez la sorcière. Celle-ci eut bien un peu peur quand elle eut aperçu l'étoile, et un peu plus encore lorsqu'elle découvrit les souliers d'argent. Mais elle se ressaisit après avoir bien regardé Dorothée dans les yeux. « Cette gamine ne sait pas qu'elle possède des pouvoirs magiques, » se dit-elle en éclatant de rire. « Je vais la faire travailler dur !» Et elle amena Dorothée à la cuisine, où elle lui ordonna sur le champ de faire toute la vaisselle. Le lendemain, la méchante sorcière de l'Ouest chargea l'infortunée fillette de besognes encore plus lourdes. Dorothée se sentait bien seule et s'inquiétait pour ses amis. Heureusement, la sorcière n'avait pas osé la séparer de son chien. La nuit, tous 2 dormaient dans la cage avec le lion. La fillette posait la tête sur la douce crinière de son compagnon et ensemble, ils imaginaient des plans pour s'échapper. Mais la méchante sorcière désirait évidemment voler les chaussures d'argent. Un soir, elle posa sur le sol de la cuisine une barre de fer qu'elle rendit invisible. Le lendemain matin, lorsque Dorothée pénétra dans la pièce, elle trébucha sur l'obstacle et perdit en tombant un de ses souliers. La sorcière s'en saisit aussitôt précipitamment. « Rendez-moi ma chaussure !» s'écria Dorothée. « Pas question !» rétorqua la sorcière. « Et j'arriverai bien à prendre l'autre !» La fillette était si furieuse qu'elle saisit un seau tout plein d'eau et le lança sur sa geôlière. Celle-ci se mit à hurler et à son grand étonnement, Dorothée se rendit compte que la sorcière commençait à rétrécir. « Regarde ce que tu as fait, affreuse gamine !» vociféra la vieille. « Je vais fondre maintenant !» Quelques instants plus tard, il ne restait plus rien de la méchante sorcière de l'Ouest, si ce n'est une large flaque brune sur le sol. Dorothée ramassa vite son soulier d'argent, puis courut délivrer le lion poltron. Celui-ci fit des bonds de joie quand il apprit ce qui venait d'arriver à leur ennemi. Tous les Winkies, eux aussi, dansèrent naturellement. Ensuite, ils proposèrent de partir à la recherche de l'épouvantail et du bûcheron en fer blanc. Et le jour suivant,
Ils escaladèrent les rochers pointus sur lesquels les singes avaient laissé tomber l'homme de fer. Dès qu'ils l'eurent retrouvé, ils le couchèrent sur une civière et le portèrent au château. Là, le brave forgeron se mit immédiatement au travail. Il s'activa des heures durant pour débosseter le corps du malheureux, puis fit briller le bonhomme jusqu'à ce qu'il pût se mirer dedans. Le bûcheron en fer blanc était si heureux qu'il se mit à pleurer des larmes de joie. Mais Dorothée les essuya vite pour qu'ils ne se mettent pas à rouiller. Le lendemain matin, Dorothée, Toto, le lion poltron et le bûcheron en fer blanc tentèrent à leur tour de secourir leur ami l'épouvantail. Le bûcheron abattit l'arbre dans lequel la tête et tous les vêtements du malheureux avaient été éparpillés. Puis, Dorothée détacha bien soigneusement les morceaux accrochés aux branches. Ils remplirent ensuite les habits et le sac de la tête avec de la paille fraîche et soudain, ils eurent devant eux l'épouvantail en personne. Les 5 compagnons demeurèrent quelques jours au château. Mais la fillette ne cessait de songer à son oncle et à sa tante. Un beau matin, elle décida « Retournons chez le magicien d'Oz pour lui apprendre que nous avons rempli notre part du contrat et que la méchante sorcière de l'Ouest n'est plus. » Le grand magicien d'Oz va-t-il tenir ses promesses? Tu trouveras la suite des aventures de Dorothée et de ses amis à la page 37. Le prince et la princesse. Un prince et sa princesse jouaient dans un verger. À la branche d'un arbre, ils virent un fruit d'or. L'amoureux, se haussant, dédaigna le danger et voulut pour sa belle cueillir ce trésor. « Je n'aime pas les poires, » protesta la princesse. « Je préfère la noix que je vois tout là-haut. » Le prince, pour lui plaire, avec délicatesse, rassura son ami. « De l'or, peu me chaud. Ce qui compte pour moi, c'est de te satisfaire. » Sur la pointe des pieds, il tenta de saisir, au lieu du fruit magique, la noix tout ordinaire. Mais l'ingrate fillette eut mieux fait de choisir le cadeau que le ciel mettait sur son chemin, car une pie voleuse, cherchant bonne fortune, se saisit de la noix, emporta son butin, et la poire au verger reprit forme commune.